Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la vie domestique, un problème qui attend tout le monde au tournant, le robinet mitigeur qui goûte ou qui devient complètement capricieux. On a tous connu ça, mais au lieu de soupirer et de chercher le numéro d'un plombier, on va faire un peu différemment. On a mis la main sur un guide de bricolage qui explique comment changer la cartouche de ce fameux robinet. Et il est si bien fait, si plein de bon sens, qu'on a décidé de le décortiquer ensemble. Notre mission, en extraire toute la sagesse, les astuces cachées et voir ce que cette simple réparation nous apprend. C'est une excellente approche. Parce que changer une cartouche, ce n'est pas juste de la plomberie. C'est une sorte de rite de passage pour le bricoleur amateur. C'est souvent la première réparation humide qu'on tente. Et la réussir, c'est une vraie victoire, ça donne confiance. Ce qui est intéressant, c'est que la difficulté perçue est bien plus grande que la difficulté réelle. La clé, comme toujours, c'est pas la force, c'est la méthode. Et la méthode, justement, d'après notre source, elle commence bien avant de toucher le moindre outil. Elle commence par une étape de préparation qui, si on la rate, garantit l'échec. Il s'agit de trouver la bonne pièce de rechange. Le guide est formel là-dessus, il faut un modèle exactement identique. Ça semble évident, mais j'imagine que c'est le premier piège. Le tout premier est le plus frustrant. Absolument. On est pressé, le robinet fuit, on va au magasin, on prend une cartouche qui ressemble à la nôtre. Et on rentre pour découvrir qu'un millimètre de différence ou la position d'un ergot la rend totalement inutile. Le guide a raison de marteler ce point. Il suggère deux voies. La référence du fabricant, si on la trouve, ou la meilleure méthode, la plus infible, démonter l'ancienne et l'emmener au magasin. Ah oui, la voir physiquement avec soi. C'est ça. Ça demande de couper l'eau 2 fois, c'est un peu plus long, mais ça évite un 3e aller-retour et beaucoup d'énervement. C'est le fameux mesurer 2 fois, couper 1 fois, version plomberie. D'accord. Une fois qu'on a cette perle rare, notre cartouche neuve, parlons outils. La liste du guide semble étonnamment courte. Une clé à molette, une clé Allen, la petite clé en L, ou un tournevis, une pince multiprise, et c'est à peu près tout. Rien de très exotique. Non, et c'est ce qui rend cette réparation si accessible. Pas besoin d'un équipement de pro, mais le guide mentionne un dernier outil qui a retenu mon attention, et qui n'en est pas vraiment un chiffon. Oui, j'ai vu ça. Ça paraît trivial, mais le guide insiste sur son rôle. J'avoue que mon premier réflexe serait été de l'utiliser pour éponger l'eau, quoi. Et c'est là qu'on voit l'intelligence du guide. Il ne dit pas juste quoi faire, il dit comment bien le faire. Le chiffon, il précise de l'enrouler autour de l'écrou chromé avant de le serrer, avec la clé ou la pince, pour ne pas rayer le chrome. Ah d'accord. C'est une astuce de pro, ça. C'est un détail, mais ce n'est pas de la plomberie, c'est du soin. Ça nous apprend quelque chose de plus large. Une bonne réparation, ce n'est pas seulement quand ça ne fuit plus. C'est quand ça ne fuit plus et qu'on n'a laissé aucune trace de son passage. C'est la différence entre un dépannage et un travail d'artisan. J'aime beaucoup cette philosophie. On est là pour prendre soin de l'objet. Bon, on a la pièce, les outils, et cette mentalité de chiffon protecteur. On est prêt. Le guide décompose l'action en plusieurs étapes. La première, sans surprise, est une mesure de sécurité. Toujours, la sécurité d'abord. Couper l'arrivée d'eau. Le guide est très clair. On ferme les vannes sous l'évier ou le compteur général, mais il ajoute une deuxième action cruciale juste après que beaucoup oublient. Purger le circuit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut ouvrir le robinet en grand, après avoir coupé l'eau, pour vider ce qu'il reste dans les tuyaux. Je me souviens de la première fois, j'ai oublié cette étape. J'ai dévissé l'écrou et même avec l'eau coupée, la pression résiduelle m'a offert une douche surprise. Ah oui, la bonne douche froide. On ne fait l'erreur qu'une seule fois. C'est pour ça que le conseil du guide de mettre un seau en dessous, ce n'est pas une option, c'est vital. Je note. Eau coupée, circuit purgé. On peut maintenant démonter la poignée du mitigeur. Et c'est souvent là que j'ai une appréhension. La peur de forcer, de rayer le métal en cherchant une vis. Une vis qui est souvent cachée, oui. Et le guide est malin, il nous dit où regarder. La vis est souvent sous la petite pastille de couleur, l'indication rouge et bleue. Il faut la soulever délicatement, avec la pointe d'un petit couteau. C'est le genre d'info qui vaut de l'or. Sans ça, on peut abîmer le chrome en cherchant. Une fois la pastille enlevée, la vis apparaît, on dévisse, et le poignet vient toute seule. D'accord, la poignée est enlevée. On voit maintenant la tête de la cartouche, maintenue par un large écrou. C'est l'étape du dévissage. Et j'imagine que c'est là qu'on rencontre l'ennemi public numéro 1, le calcaire. Exactement.
Après des années, l'écrou et la cartouche peuvent être littéralement soudés par le tartre. La tentation, c'est de prendre une grande clé et de forcer. C'est la pire chose à faire. On risque de tout tordre en dessous. Et de transformer une petite réparation en... En catastrophe. Le guide propose une solution bien plus élégante, le vinaigre blanc. Le fameux remède de grand-mère. Je suis toujours un peu sceptique. J'ai vu en magasin des produits des tartrans surpuissants. Est-ce que ce ne serait pas plus rapide? Utiliser du vinaigre, ce n'est pas un peu sous-estimer le problème? C'est une excellente question. Et oui, les produits chimiques pourraient être plus rapides. Mais ils risquent aussi d'attaquer les joints en caoutchouc plus loin dans le robinet, ou même de ternir le chrome. Le vinaigre blanc, lui, est efficace sur le calcaire tout en étant inoffensif pour le reste. C'est une solution plus chirurgicale, plus douce. On en verse un peu, on laisse agir 15-20 minutes, et souvent ça suffit. C'est une approche plus patiente et finalement plus sûre. C'est un argument très convaincant. La patience plutôt que la force. Une fois les coups retirés, le guide dit de tirer la cartouche vers le haut. Et il ajoute un conseil, bien nettoyer l'intérieur du robinet avant de mettre la nouvelle. Ah, ça c'est une étape cruciale. On prend un chiffon et on nettoie le siège de la cartouche, la cavité où elle va se loger. Le moindre grain de sable ou de calcaire à cet endroit peut créer un défaut d'étanchéité. C'est comme s'assurer que les fondations sont parfaitement propres avant de construire un mur. Ce nettoyage garantit que la nouvelle cartouche sera parfaitement à plat. Le logement est propre, on prend notre nouvelle cartouche et on la met en place. Le guide devient très précis à ce moment-là. Il parle d'un alignement capital. C'est le cœur de la réussite. Si on regarde sous la cartouche, on voit deux petits ergots, des sortes de picots. Et au fond du corps du robinet, il y a deux trous qui correspondent. La cartouche doit s'insérer pile dans ces trous. Ce n'est pas juste pour la caler, ça assure que les entrées d'eau chaude et froide de la cartouche sont bien alignées avec les arrivées d'eau. Si on est décalé, au mieux, le mélange ne se fait pas, au pire, ça fuit. Il faut la descendre doucement jusqu'à sentir un petit clic. D'accord. On ne peut pas vraiment se tromper si on est attentif. La cartouche est en place, bien alignée. On remet l'écrou par-dessus. Le guide donne une consigne qui peut paraître un peu vague. Serrer fermement, mais sans excès. Comment on sait où s'arrêter? C'est tout le feeling du bricoleur, ça. L'erreur classique, c'est de trop serrer. En faisant ça, on écrase les joints neufs de la cartouche, on les déforme et ils ne sont plus étanches. Le guide recommande de commencer à visser à la main jusqu'au contact. Ensuite, avec la clé, on donne juste un dernier tour. Un quart, peut-être un demi-tour. L'analogie que j'utilise, c'est de serrer comme on ferme un pot de confiture, pas comme on serre les boulons d'une roue de voiture. Le but est de comprimer le joint, pas de l'anéantir. Le pot de confiture, c'est une image très parlante. Bon, cartouche alignée, écrou serré avec délicatesse, on remonte la poignée. Et là, vient le moment de vérité, remettre l'eau. J'imagine qu'il y a une précaution à prendre. Absolument. Le guide insiste sur un point. Rouvrir la vanne d'arrivée d'eau très lentement. Une ouverture brutale envoie une onde de choc, un coup de bélier qui peut tout endommager. En ouvrant doucement, la pression s'établit progressivement. Et surtout, ça nous laisse le temps de regarder attentivement. Si la moindre goutte perle au niveau de l'écrou, on peut refermer tout de suite. C'est le scénario redouté. On a tout fait dans les règles, on remet l'eau, et ça fuit. C'est le moment où on a envie de tout jeter, d'appeler un pro. Qui ne sont pas parfaitement enclenchés. La solution, c'est pas tout recommencer, juste de refaire les 2 dernières étapes. On coupe, on purge, on dévisse et on repositionne la cartouche avec plus de soin. Ce n'est pas une erreur, c'est un ajustement. C'est très déculpabilisant. C'est vrai, ça change toute la perspective. Donc, pour résumer, si on distille la sagesse de ce guide, les grands principes sont 1. L'obsession de la pièce identique. 2. La patience avant tout. Purger, utiliser le vinaigre plutôt que la force. 3. Le soin du détail, le chiffon, le nettoyage. Et 4. La délicatesse à la fin, l'alignement précis et un serrage modéré. C'est exactement ça. Et ce qu'on a fait, c'est plus que lire un mode d'emploi. On a décrypté une philosophie. Chaque étape nous enseigne à travailler avec l'objet, pas contre lui. Et la confiance que l'on gagne en réussissant cette petite réparation, elle est immense. On regarde différemment sa chasse d'eau, son interrupteur. On ne voit plus des boîtes noires, intouchables, mais des mécanismes qu'on peut comprendre. C'est une porte d'entrée vers une autonomie très gratifiante. C'est une excellente synthèse. On a transformé une corvée en une leçon de bricolage, et presque de vie. Et ça ouvre une réflexion pour la suite, une fois qu'on a ce premier succès en poche. En effet.
Maintenant que le fonctionnement interne d'un simple robinet, cet objet qu'on utilise 10 fois par jour sans y penser, maintenant que ça nous est familier, la question se pose. Quels autres objets du quotidien, qui nous semblent complexes, pourraient en réalité être étonnamment simples à réparer si seulement on prenait le temps de trouver le bon guide et d'en décoder la logique cachée?